Ce 4 décembre a débuté effectivement la campagne pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Et c'est le sujet qu'on va aborder avec notre invité, Jerry Komandega Tama, président du Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir, monsieur Tama. Bonsoir. Candidat du Nouvel Engagement Togolais dans l'Est Mono, c'est ça? Oui, effectivement. Alors d'accord. Est-ce que d'abord vous pensez que à l'heure actuelle, les conditions sont réunies pour les élections législatives du 20 décembre prochain? Est-ce que les conditions sont réunies? Au niveau technique, oui. Au niveau de la CENI, je pense que tout a été mis en place pour faire en sorte que ce scrutin se passe dans de bonnes conditions. Maintenant, il est évident qu'une élection législative est avant tout une élection politique. Et on ne peut pas dire que toutes les conditions sont réunies puisque il y a une partie assez importante aussi de la classe politique, notamment le parti du chef de file de l'opposition, de 3 partis parlementaires minimum, le CAR et l'ADI, ne sont pas partie prenante de cette élection. Donc on ne peut pas dire que toutes les conditions sont réunies parce que en réalité, une bonne élection, c'est une élection à laquelle toute la classe politique prend part. Maintenant, sur le plan technique, je pense que les conditions sont réunies, mais maintenant, sur le plan politique, il y a sans aucun doute encore des éléments à régler. Justement, est-ce que sur ce plan politique, est-ce que vous croyez qu'on a tout fait pour écarter ceux que vous venez de citer? Non, non, surtout pas. Je crois que il faut aussi reconnaître que la liberté de prendre part à une élection est équivalente à la liberté de refuser de prendre part à cette élection. On connaît beaucoup de grandes démocraties où, parfois, c'est pour des raisons réelles ou imaginaires, une partie de la classe politique décide de ne pas prendre part aux élections. Donc, d'abord, dans l'histoire togolaise, ce n'est pas inédit qu'on ait une partie de la classe politique qui prend part aux élections, mais je crois que ce qui est particulier dans le cas togolais, c'est que nous allons à des élections sous l'égide de la CEDEAO et ce que jusqu'à hier soir nous attendions, c'était peut-être un communiqué ou une réaction de la CEDEAO disant qu'elle ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'organisation de ces élections. Ce n'est pas le cas. Donc on prend toujours en référence le dernier message qui est le message du 9 novembre qui appelait la classe politique à aller aux élections le 20 décembre. Alors aujourd'hui, est-ce que quand même le boycott, si on doit le dire comme ça, de la coalition des 14 vous profite? On verra ça le soir du 20 décembre. Mais ce qui est aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il faut partir du principe quand même qu'il y a certaines formations politiques aujourd'hui qui se réclament de l'opposition, qui sont de l'opposition, qui vont à ces élections. Et aujourd'hui aussi, il faut reconnaître que ces partis-là, dont le nôtre, ont toujours considéré que le problème principal du Togo en termes de gouvernance, en termes de projection dans le futur, c'est sans aucun doute le parti qui est au pouvoir depuis des dizaines d'années. Donc, sur ce plan-là, notre discours n'a pas changé. Maintenant, après, c'est uniquement au soir du 20 décembre qu'on verra s'il y a un intérêt ou pas. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous représentons sans aucun doute un plan B qui existe pour sortir sans aucun doute de ce qui s'est passé en 99 où UNIL s'était retrouvé tout seul avec un boulevard complètement ouvert. Au moins aujourd'hui, on a quand même 12 partis qui sont en liste, dont 11 qui se réclament de l'opposition. Alors, vous-même, je l'ai dit, vous êtes candidat dans l'Est Mono. Pourquoi avoir choisi l'Est Mono alors qu'en 2013, vous étiez candidat à Lomé, dans le Grand Lomé? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des jeunes maintenant qui m'ont bousculé dans Lomé, qui sont talentueux. Nous avons pensé que pour une population de Lomé qui est à près de 70%, composé de jeunes, 70% de moins de 35 ans sont résident dans Lomé, et qu'il était plus important de laisser la main à ces jeunes-là. Et puis il faut aussi reconnaître que quand vous prenez les résultats... Vous-même, vous êtes jeune aussi. Oui, mais c'est plus jeune. Et quand vous prenez les résultats du net en 2015, les résultats dans l'Est Mono étaient plutôt intéressants. Et nous avons pensé d'en creuser quelque chose qui concerne une préfecture. Nous avons notre domicile. Vous savez, moi, je suis un gros paysan. Et donc, nous avons nos champs là-bas. Nous avons des relations séculaires avec les populations. Et je pense même que c'est plus ou moins l'appel de ces populations-là qui disaient « Vous n'allez pas me laisser tomber ». Parce que dans notre pays, plus une région est enclavée, plus elle a besoin de têtes de liste qui peut parler d'elle. Je suppose même que il y a des gens qui, peut-être la première fois, entendent aujourd'hui comme ça qu'il y a une préfecture qu'on appelle l'Est Mono au Togo. Vous voyez, donc c'est l'avantage de donner de la visibilité à ces régions, à ces préfectures, en étant peut-être visible déjà et en allant se présenter dans ces préfectures. Est-ce que ça veut dire que vous laissez le champ de bataille aux plus jeunes et vous-même, vous allez vous mettre à l'ombre de l'Est Mono? Oula, si vous pouvez savoir ce qui se passe à l'Est Mono. Non, on a une très forte
concurrence dans l'Est. Nous, on est 3 sur les résultats publiés par la Cour constitutionnelle et la CENI. On est quand même 3 candidats, UNIR, l'UFC, le NET. Donc ça veut dire qu'il y a du travail. L'UFC avait déjà emporté un siège dans l'Est Mono et l'UNIR avait déjà 2 sièges. Donc nous arrivons en trouble fête. Donc il y a fort à faire, mais ça fait longtemps quand même, ça fait plus de 2 ans qu'on y travaille. Et je pense que c'est quelque chose qui devait être encouragé. Donc, encourager les leaders politiques à quitter Lomé, parce que vous savez, on est tout le temps à Lomé, à quitter Lomé, à investir les milieux intérieurs, parce que c'est là où on a besoin de nous en réalité. Lomé, bon, vous savez, il y a tellement d'hyper-médiatisation qu'on n'a pas forcément besoin de nous dans ces milieux-là. Alors aujourd'hui, que les élections, enfin la campagne a commencé, quels sont vos objectifs en termes de nombre de sièges après le 20 décembre? Est-ce que ça demeure les mêmes que vous êtes fixés il y a quelques années? Bon, écoutez, nous avons eu peut-être du nez à organiser une conférence, un congrès le 27 juillet 2017, donc soit 3 semaines avant donc les fameux événements du 9 août, où à ce congrès nous avions un objectif en termes électoraux de 5 députés pour les élections. Aujourd'hui, il faut aussi reconnaître, on ne fera pas la fine bouche ou bien l'hypocrite en disant que le contexte n'est pas différent. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est sans aucun doute avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Au moins 9, sur l'ancienne législature, c'était 9. Donc, on espère pouvoir avoir 9 députés pour avoir un groupe parlementaire, pour mieux peser. Parce que vous savez que le parti politique net quand même se caractérise principalement par sa capacité de proposition, par cette politique constructive qui nous est très, très à chère, et puis par cette façon de faire la politique autrement, plus humaine, plus pragmatique et plus progressiste aussi. Donc l'objectif maintenant c'est 9 sièges. 9 sièges, Inch'Allah. Et sur quel slogan vous faites campagne? Le slogan, bon, maintenant Dieu merci, on fait cette émission-là dès que la campagne a commencé. Au fait, nous avons notre slogan portable sur 2 éléments principaux. Le premier, c'est de faire la politique autrement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une politique plus responsable, plus pragmatique et plus progressiste. C'est-à-dire, vous savez, honnête, ça ne nous dérange pas d'apprécier des actes que poserait l'actuel gouvernement, si tant est que ces actes-là vont dans le sens de l'amélioration des conditions de la chose. Mais au même moment, nous pensons qu'il est très important qu'on mette l'accent sur la jeunesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 70% de la population togolaise a moins de 35 ans. Et quand vous prenez ces 70% de la jeunesse, en réalité, aujourd'hui, vous avez un pays qui a un taux d'alphabétisation et de scolarisation qui est très élevé. Vous avez toutes les années, ce sont 10 000 personnes qui viennent sur le marché de l'emploi. Et ce que l'État arrive à leur proposer en retour, c'est entre 3 000 et 5 000. Et donc, nous disons qu'il faut vraiment faire place à la jeunesse, mettre l'accent sur le problème des jeunes, le problème d'emploi, le problème de projection, le problème d'orientation et sans aucun doute aussi les problèmes de loisirs. Parce que parfois on a l'impression que les loisirs sont quelque chose de superflu, alors que ça joue beaucoup sur la psychologie des individus. Donc tous ces éléments-là, sans compter l'environnement. Vous savez, à Lomé aujourd'hui, c'est bien, on nous fait de très belles routes, mais après, le problème de l'assainissement est un problème crucial. Donc, tous ces problèmes-là sont dans notre projet. D'ailleurs, même, sous 24 ans, on fera une conférence de presse pour préciser réellement les grands termes de notre projet. Et en ce moment-là, nous espérons que votre organe sera présent. Nous dévoilerons en détail le projet de société du net en ce qui concerne les élections législatives du 20 décembre 2018. On a déjà vu et entendu par le passé, au cours d'élections législatives, de campagnes, des gens faire des promesses qui sortaient de l'ordinaire pour un député. Est-ce que ce n'est pas la même chose avec vous? Non, c'est justement ça la politique autrement. Nous, partout nous allons, nous ne disons jamais à aucune population que nous allons construire des routes. Pourquoi? Une bonne route, fait 1 milliard de kilomètres. Aucun député n'a cet argent-là. Pour être honnête. Donc, non, nous ne pouvons pas construire des routes si nous sommes élus. Non, nous ne pouvons pas construire des bâtiments scolaires parce qu'un bâtiment scolaire, il fait 300 millions. Un député de sa poche ne peut pas le construire. Son parti ne peut pas le faire. Non, nous ne pouvons pas construire des dispensaires. Mais par contre, nous pourrons faire du lobby pour qu'on construise des routes. Nous pourrons faire du lobby pour qu'on construise des bâtiments. Et tenez par exemple, nous allons... j'anticipe sur un élément qui m'est à cœur. Dans un village d'Elavagnon qu'on appelle Badjaye, toutes les années, il y a près de 50% de jeunes qui abandonnent les écoles parce qu'ils ne peuvent pas aller au lycée, le lycée qui est à 15 km, parce qu'il n'y a pas de lycée. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de faire un plaidoyer au niveau du gouvernement d'ailleurs, et éventuellement au niveau des bailleurs, en disant, écoutez, voilà, vous avez un village, un canton où le taux de scolarisation est très élevé, le taux de réussite est excellent, mais vous avez une déperdition très importante
du fait de l'absence d'une infrastructure et qu'il serait bien qu'on puisse la mettre. Il y a aujourd'hui des établissements qui manquent d'enseignants. Il y a aujourd'hui des dispensaires qui manquent du minimum d'infirmiers. Parfois, c'est même pas compliqué. Parfois, c'est juste faire le lien entre la NPE, qui a des gens à mettre, et puis ces besoins-là. Donc, c'est en cela que, à mon sens, la politique autrement prend toute sa valeur. Ce n'est pas faire des promesses de campagne, parce que les promesses de campagne, je pense qu'elles peuvent avoir leur sens lors des élections locales, parce qu'une commune a un budget, alors qu'un député n'a pas un budget pour sa circonscription. Donc là, on ne s'enferme pas dedans. Est-ce que c'est quand même un programme que vous avez conçu en tenant compte de ce que veulent les gens, ou de vous, votre vision, de ce que vous voulez proposer aux gens? Non, je pense qu'il faut faire les deux. Parce que c'est de la démagogie que de dire que les populations savent tout ce qui marche pour elles. Je prends les nouvelles technologies. Vous arrivez dans un coin, je prends quelque chose que je connais très bien, c'est l'énergie solaire. Vous arrivez dans un village, les gens ne connaissent pas forcément aujourd'hui l'avancée de la technologie en ce qui concerne l'énergie solaire. Donc ils sont capables de vous réclamer de leur mettre des groupes électrogènes. Donc vous devez vous aussi avoir une connaissance et savoir ce qui est bien pour les personnes. Mais avant de proposer des choses, je pense qu'il est important d'écouter les gens. Donc il faut faire une juxtaposition des deux, écouter et proposer en fonction de vos moyens, en fonction de vos capacités. Je l'ai dit tout à l'heure, un député, il peut orienter peut-être des projets vers sa circonscription, il peut faire du lobbying, mais il n'a pas les moyens. Il faut peut-être qu'on cesse de tromper nos populations qui nous écoutent. Les députés n'ont pas les moyens de construire des routes, des écoles ou des dispensaires, ils n'ont pas cet argent. Et c'est ça qui fait la déconvenue après. On dit, ben, vous êtes venu nous tromper parce que, vous nous avez dit l'hôpital, on ne voit pas l'hôpital. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. On a déjà vu quand même des députés qui se sont fait élire et qui, une fois qu'ils sont rentrés au Parlement, sont devenus amorphes. Non, si vous dites ça, c'est un euphémisme. La plupart des députés de l'ancienne législature ont brillé par leur absence dans leur localité respective. On voit ce qui est malheureux avec peut-être notre système, et que nous allons révolutionner, même si on n'a qu'un groupe parlementaire, c'est de faire en sorte que les députés soient réellement comptables, non seulement de leur circonscription, mais de la nation entière. Parce que il est dit vraiment que le député est le représentant de la nation. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate que des gens, une fois élus, viennent s'installer à Lomé. Pour ceux qui étaient à l'intérieur, qui n'ont pas de maison à Lomé, ils viennent construire une petite maison à Lomé. Certains même n'avaient pas une petite voiture, ils viennent acheter une petite voiture à Lomé, et puis il est tranquille. Et il attend que le temps passe. Et puis malheureusement, dans certains grands partis, comme il y a un système de rotation, en réalité, il sait qu'il ne va jamais faire 2 mandats, donc il ne va jamais être comptable des 5 ans qu'il a passé. Et puis maintenant, dans d'autres endroits où les gens sont confortablement installés, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Donc je crois que ce que nous voulons révolutionner avec le net et sa façon de faire la politique autrement, c'est de faire en sorte que le député soit avant tout comptable de sa circonscription. Et qu'il puisse, dans sa circonscription, mettre un siège où il rencontre les gens au moins 2 fois par semaine. Ça fait partie des chartes que nous avons mises en place. Chaque député doit au moins 2 fois par mois plutôt, pas par semaine, c'est pas possible. 2 fois par mois au mieux, ou 1 fois par mois, retourner dans sa situation, discuter avec les gens, prendre leurs désidérata et puis les remonter éventuellement à l'Assemblée nationale. Alors justement, la question que je posais est plutôt liée à l'Assemblée. Ils viennent, ils entrent au Parlement, mais ils ne font rien, ils ne proposent rien. Ils ne font rien parce que les gens n'ont pas de culture. On va dire, il faut avoir un minimum de culture du droit, par exemple. Il faut comprendre un peu comment se font les projets de loi. Vous imaginez que la législative qui sort, il y a près de 98% des projets de loi qui viennent du gouvernement. Et donc, en réalité, aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui a une caisse à résonance. Tantôt, le gouvernement fait rentrer des projets de loi. Ceux du gouvernement, de la majorité gouvernementale, regardent le chef de file, le président du groupe parlementaire, dès qu'il lève la main, bon, maintenant que tu n'as plus la main, ça peut changer. Sinon, tu vois, dès qu'il lève la main, tout le monde, pas mimétisme, lève la main. Et les autres, dès que le président du groupe parlementaire sort, parce que c'est beaucoup plus la mode actuellement, tout le monde sort. Et donc, il y a une sorte on a mis sous le couvert l'indépendance du député et on ne peut pas imaginer quand même avoir un parlement où il n'y a pas de proposition de loi, où il n'y a pas d'enquête parlementaire indépendante, où même les questions au ministre parfois passent pour une cour de récréation. On a l'impression que il n'y a aucune considération des ministres et que on fait ce qu'on veut. C'est ce que nous espérons et c'est ce que nous allons sans aucune de toute façon changer à l'Assemblée. Ça veut dire que vous allez révolutionner l'Assemblée, c'est ça? On va bouger les choses. Tout le monde sait que le net, nous sommes des bouts en train, donc on va foutre un coup de boost là-dessus. Et puis bon voilà, tous ces vieux là aussi, on va les mettre dehors et puis voilà, on va changer les choses. Il y a des listes du net dans combien de circonscriptions? 13 circonscriptions. 13. Oui. Et vous situez vos chances à quel pourcentage?
Mais comme on l'a dit, si on peut avoir un groupe parlementaire, donc on se retrouve autour de même 25%, parce que on a finalement 45, même pas 25%, 30%, on a 45 candidatures. Si on vise 9, vous voyez, ça fait à peu près, même plutôt 25%, ouais, à peu près. Donc c'est pas... On n'est pas trop optimiste, mais on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très pragmatiques. On a les pieds sur terre. Bon, maintenant, on va à une élection dans un contexte particulier. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte. Et ça, je tiens quand même à le dire que sur l'ensemble des protagonistes qui y vont, le parti, ou bien l'un des partis qui est resté conforme, qui est resté cohérent depuis 2012, sans avoir jamais fait de compromission, ni avec le parti au pouvoir, et qui parfois a été intransigeant vis-à-vis de certaines attitudes qui nous semblaient à l'époque extrêmes, c'est le net. Nous avons, quand il le fallait, pris nos distances avec des positions extrêmes, mais au même moment, à aucun moment, que ce soit en 2013, que ce soit en 2015, que ce soit dans toutes ces périodes, appelé à voter à un membre du parti UNIR ou alors un membre d'un autre parti de l'opposition. Nous sommes restés sur notre voie, faire la politique autrement en prenant en compte les réels besoins de nos populations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pensez que le net, c'est le mal aimé, non, le mal compris? Non, le net, ce n'est pas le mal aimé. Le net, aujourd'hui, à notre sens, pour les élections qui se présentent, le net est ce parti-là qui est resté cohérent et sur lequel on peut compter. Parce qu'on sait quand même qu'il y a une cohérence qui est restée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à aucun moment nous sommes compromis avec... toute autre formation politique. Il y a des formations, je ne vais pas en citer, qui ont parfois appelé à voter le parti au pouvoir, qui ont parfois appelé à voter sous d'autres formations. Nous, depuis 2012, nous sommes allés aux élections législatives au nom du net, nous sommes allés aux élections présidentielles au nom du net, parce que nous considérons qu'un parti n'est pas créé pour servir une autre formation ou un autre dirigeant. Un parti est créé pour faire valoir un idéal politique. Et nous, quand vous prenez l'histoire du parti, que ce soit en 2013, que ce soit en 2015, nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Et si des gens veulent miser sur quelque chose, il faut mieux miser sur des gens qui sont cohérents. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de la campagne? Parce que c'est l'une des élections qui est le moins financée. Je parle du financement public. Non, qui n'est pas financé du tout. Il faut avoir le pouvoir de le dire. 200 millions, non, mais attention, il faut peut-être que aussi les gens nous écoutent. On a, le gouvernement dit qu'il met 200 millions. Je pense que c'est 65%. Voilà, donc 65%, ça fait 130 millions pour à peu près 136 listes. Donc on se retrouve à peu près à 1 million par liste. Mais ce qui est amusant, c'est que si vous êtes à Lomé, vous payez la caution puisqu'elle est de 100 000 francs par candidat. Donc à Lomé, si vous avez par exemple 20 hommes, parce que les femmes payent légèrement moins, vous payez 2 millions. Pour recevoir 1 million de subventions de l'État, vous imaginez. Donc, du coup, aujourd'hui, nous, on peut évaluer à quasiment un quart, quasiment, ou bien quasiment, ce que nous avons payé 8 millions, à peu près 8 millions de poussières, et ce qui nous revient de l'aide de l'État, c'est 4 millions. Vous ne faites pas une campagne avec 4 millions. Donc, on n'a pas, s'il faut s'appuyer sur l'aide de l'État, non, on n'a pas les moyens. Vous ne faites pas une campagne avec 4 millions sur 13 circonscriptions. Mais après, quand vous êtes un parti politique, vous avez de la prévoyance. Et ben voilà, nous, on se bat avec les moyens que nous avons. Et puis, fort heureusement d'ailleurs, il y a des gens aussi qui nous appuient et qui nous permettent aujourd'hui d'être sereins sur le fait que nous allons conduire une campagne quand même qui ne va pas être à l'égal de ceux qui ont plus de moyens. Il ne faut pas nous rêver non plus. Justement, est-ce que vous pensez que sur cette question de moyens, que le pouvoir a tenté de vous piéger un peu, j'en sais rien. De vous réduire au silence pour avoir plus de chance? Non, parce que d'abord, il faut aussi reconnaître que le Togo est particulier. Dans d'autres pays, il n'y a pas de financement. Oui, bien sûr, voilà, donc on ne va pas non plus commencer à se plaindre, alors que dans d'autres pays, il n'y a même pas de financement de trucs. Et alors qu'actuellement, M. Talon est en train de monter la caution à 249 millions. Donc vous imaginez que si c'est le cas, il n'y aurait pas de candidat du tout. Donc non, on ne va pas non plus se plaindre. C'est vrai que c'est assez curieux puisque en 2013, on avait eu quasiment le double, sans compter qu'en 2013, seuls les titulaires avaient payé. Donc en fait, on a eu une double punition. Cette fois-ci, toutes les listes sont payées. Et l'aide est plutôt réduite. Bon, maintenant, après, comme je l'ai dit, une formation politique ne doit pas compter exclusivement sur l'aide de l'État. Elle doit pouvoir être prévoyante, anticipée. Et je pense que nous ferons ce qu'il faut. Parce que, en réalité, les Togolais que nous écoutons ont compris que l'argent ne fait plus les élections. Les gens ont compris que, oui, c'est bien, on vous donne aujourd'hui, voilà, on va vous donner des chemises, du savon, du riz, ainsi de suite. Mais après, c'est 5 ans de galère. Et donc, aujourd'hui, les gens ont vraiment envie de changer autre chose. Et je pense que c'est ce que nous leur proposons. Ce que nous disons aujourd'hui au Togolais est très simple. Si vous n'êtes pas content de 5 ans de législation, parce que votre député n'a pas fait le travail, donnez la chance à quelqu'un d'autre, à un jeune,
qui est en train de monter. Et puis s'il fait mal, à la limite, vous aurez encore le temps de le sanctionner. Mais quelle est l'utilité de continuer à confier, à accorder la chance à des gens qui en réalité ne font pas des preuves. Donc aujourd'hui, ce que nous donnons, c'est une alternative. C'est de dire, il y a notre choix, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont possibles, il y a d'autres acteurs qui sont là, et puis faites le pari de donner votre confiance à ces acteurs, et vous aurez le temps de les juger. Même pas, on n'attendra pas 5 ans, sur les 2 ou 3 premières années, vous verrez s'il valent la peine ou pas. Est-ce que les listes du net ont tenté de respecter la parité? Non, malheureusement. Oui, tenter de respecter la parité, mais ne font pas la parité. On a un problème au Togo, c'est que les femmes, j'espère que les femmes qui nous écoutent vont comprendre qu'il faut qu'elles rentrent en politique. Personne ne viendra mâcher le travail pour elles. On a fait les bras de main pour faire que les femmes rentrent. On espérait même avoir sur le moins une liste paritaire, mais ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, on n'a aucune liste qui est paritaire. On a sur les 13 listes, à la limite 6 listes uniquement où il y a des femmes. On a une seule liste où il y a une femme qui est tête de liste. C'est assez peu. Mais au même moment, c'est que les hommes ne viendront pas forcer les femmes à prendre la place. Il faut que les femmes comprennent que si elles ont envie de revendiquer la place qui leur mérite, qui leur revient dans la société, parce qu'on va à l'école, on a les mêmes diplômes. Et aujourd'hui, l'égalité ou bien à la limite l'équité est une valeur universelle et qui est acceptée par notre pays, mais c'est aux femmes de prendre la place. Les hommes ne viendront pas le leur donner si elles ne bousculent pas. Donc, je continue à lancer encore un appel aux femmes. Entrez dans les partis politiques. Après les élections législatives, il y aura les élections locales. Chez nous, au net, il y a encore de la place. Venez et qu'on ait demain, pour les élections locales, une parité homme-femme pour les conseils municipaux. On sera très heureux. Est-ce que les élections, enfin la campagne actuelle, vous pensez que ce sera calme? Oui, je pense que les Togolais ont compris que la violence ne résout aucun problème. Aujourd'hui, j'ai vu des caravanes dans la ville, il n'y a pas de problème. Je ne crois pas qu'en dehors peut-être de certains endroits où peut-être des gens étaient trop endoctrinés, je ne crois pas que les Togolais ont envie de visiter la violence. C'est vrai que le maître mot, c'est peut-être le taux de participation. Mais je rappelle aussi que malgré l'appel de boycott, on a quand même eu un recensement, c'est pas un chiffre en l'air, on a quand même un recensement de 3 millions. Et c'était à peu près le même chiffre en 2015 et en 2013. Donc ça veut dire quand même que beaucoup de personnes se font enrôler. Maintenant, il nous revient à nous, formation politique, qui avons accepté de participer à ce scrutin, de permettre à ceux qui ont aujourd'hui le cadre d'électeur de comprendre que leur vote a un sens. Et pourquoi leur vote a un sens, c'est qu'il est très important de pouvoir accorder à l'opposition qui reste encore. C'est-à-dire, on fait qu'avec ce qu'on a. L'opposition qui reste encore, il faut pouvoir lui accorder une minorité de blocage. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de l'expert de la CEDEAO. On parle des réformes. Sans aucun doute qu'elles vont se le faire sous l'égide de la CEDEAO. Mais quel intérêt on pourra faire les réformes si, au bout d'une année, on se retrouve dans une situation où les mêmes causes produisant les mêmes effets, on remodifie encore la Constitution parce que en réalité, un parti a les 4/5 de l'Assemblée. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus important pour tous ceux qui veulent sauvegarder la démocratie, en fait, là, c'est une sorte de plan B. Ceux qui veulent sauver la démocratie togolaise, c'est de dire, ok, peut-être le NES, c'est pas le parti qu'on aurait voté si toutes les formations étaient là, mais au moins ceux qui peuvent sauver la mise, en entendant, peut-être que éventuellement la CEDEAO, si la fin de la récréation, si tant est que on soit en récréation, peut-être, voilà, c'est ça, c'est sauver les meubles. Aujourd'hui, la bonne expression, c'est sauver les meubles. Est-ce que je parle à un futur honorable? Oui, certainement. Jerry Tama, merci d'être passé dans cette émission. On marque la pause et après le journal, on passe à Regard Croisé.